Ce journal vous est offert par la Fondation Babazivé. Bonsoir, bienvenue à vous à ce 19 Info, un rendez-vous d'information sur Magloire Télévision. Mesdames et messieurs, voici donc les titres de ce journal. À la une de l'actualité, à la tête d'une forte délégation, Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix, a échangé avec la première ministre Judith Suminwa-Tuluka sur la mise en œuvre effective des engagements de Washington et des Doha. Les détails vous seront donnés dans cette édition du journal. Et puis arrivé ce lundi 9 février 2026 à Brazzaville, du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Mwadi-Invita pour une mission officielle dans le cadre de renforcement de la coopération militaire et bilatérale entre la République du Congo et la République démocratique du Congo. Au sommaire encore, Jean-Paul Mboma, secrétaire général à l'inspection générale du travail, a été suspendu de ses fonctions avec effet immédiat suite à ses propos séparatistes et tribalistes en milieu professionnel. Une décision prise par le numéro 1 de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Et enfin, la cour d'appel de la Gombe de Kinshasa a servi de cadre à une rencontre entre Guillaume Gueffa, ministre de la Justice et garde des Sceaux, et des agents de la police judiciaire. Ils ont échangé sur le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire en République démocratique du Congo notamment. Et c'est tout pour les titres. Messieurs et dames, place à présent à votre journal. Encore une fois, bonsoir et surtout merci à ceux-là qui viennent de nous rejoindre sur notre chaîne YouTube. Merci de suivre Magloire Télévision à travers ce journal de 19h. Pour commencer, cette actualité annoncée dans le sommaire, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Mwadi-Invita est arrivé ce lundi 9 février 2026 à Brazzaville, capitale de la République du Congo, pour une mission officielle qui s'inscrit dans les cadres de renforcement de la coopération militaire et bilatérale entre les deux pays frontaliers. L'agenda du patron de la défense prévoit un tête-à-tête avec son homologue du Congo-Brazzaville, le général Charles Richard Monjo, ainsi que plusieurs séances de travail avec des experts sectoriels de deux pays. Et puis, les Congolais de la diaspora américaine ont participé au forum organisé à Washington lundi 9 février 2026 par l'initiative de l'Agence de pilotage, de coordination et de suivi de conventions de collaboration, APCNC en sigle. Cette rencontre avait pour objectif l'appréciation des accords signés entre les différents États, notamment les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. Les détails. Ils sont venus des différents États, les Congolais de la diaspora américaine, qui ont répondu présents au forum organisé à l'initiative de l'Agence des pilotages, des coordinations et des suivis des conventions de collaboration APCSC. Un panel de haut niveau a été organisé à Washington, D.C., sur l'appropriation des accords signés entre les États-Unis d'Amérique et la RDC, notamment les partenariats stratégiques sur les minéraux critiques. Les 5 panélistes alignés, Stephen Land de Manchester Trade, Yvette Ngandou Kapinga, ambassadeur de la RDC aux USA, Patrick Mouyaya Katembwe, ministre de la Communication et Médias, Dr Ngoy Joël Nshiso du Forum des intellectuels congolais des États-Unis d'Amérique, ainsi que Freddy Yodi Shembo, directeur général de APCSC. Aujourd'hui, notre pays a un déficit criant en infrastructure. Nous avons un réseau d'intérêt général de 158 000 kilomètres de route. Il n'y a que 3 000 qui sont asphaltés.
Dans le cadre du programme sino-congolais, nous avons ajouté un réseau de plus ou moins 3000 que nous allons compléter, y compris les rocades de Kinshasa, d'ici la fin de 2027. Mais est-ce suffisant? Non. Donc le deal qui vient à toute sa place, ce n'est pas le bradage des ressources, c'est la valorisation intelligente de ces ressources. Ces panélistes ont axé leurs interventions sur les biens fondés de ces partenariats stratégiques basés sur 4 piliers majeurs, dont la sécurité et la défense, au-delà des aspects économiques. Vous êtes témoin de la rédaction d'une nouvelle page de l'histoire de notre pays. Cet accord, c'est un accord pour l'avenir. Ce n'est pas un accord pour le présent d'abord. Évidemment, dans les présents, vous voyez que nous revenons à la table et que par la suite, nous contribuons à des grandes décisions mondiales. Mais c'est surtout ce qui viendra pour les générations futures. Alors, certains ont dit que c'était un accord de 99 ans, c'est faux. L'ambassadeur de la RDC aux États-Unis d'Amérique, Mme Yvette Ngandou Kapinga, se propose d'organiser dans un bref avenir une caravane dans plusieurs États afin de toucher tous les investisseurs américains et aller à la rencontre des Congolais de la diaspora américaine pour vulgariser ces accords signés entre les États-Unis d'Amérique et son pays, la RDC. Nous sommes à présent à la primature. La première ministre Judith Souminois a reçu le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, à la tête d'une forte délégation de la MONUSCO. Les échanges ont porté sur la mise en œuvre effective des engagements de Washington et de Doha en vue de la stabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo. À l'issue de ce tête-à-tête, Jean-Pierre Lacroix s'est livré à la presse et je vous prie de suivre cet extrait. C'était une réunion importante et nous avons principalement parlé de la mise en œuvre des engagements qui ont été pris à Doha, à Washington, qui doivent amener des progrès, nous l'espérons fortement, vers la paix et la stabilisation à l'est du Congo. Et nous avons dit à Madame la Première ministre que la MONUSCO est prête à jouer tout son rôle en commençant le plus vite possible à soutenir les efforts en vue d'un cessez-le-feu, en commençant par Uvira et ensuite progressivement, nous l'espérons, vers le reste de la zone affectée par la situation actuelle. Donc c'est vraiment dans cet esprit que nous avons échangé avec Madame la Première ministre en soulignant que nous travaillons activement, nous avons des plans pour opérationnaliser le plus vite possible le soutien au cessez-le-feu et à tous les autres engagements qui ont été pris à Doha et Washington. Bien sûr, le respect de ces engagements et notamment le respect du cessez-le-feu. Les progrès dans cette direction dépendent des parties. Donc, il est important que maintenant il y ait un total respect dans ce domaine. Mais nous sommes prêts, encore une fois, nous sommes mandatés par le Conseil de sécurité pour soutenir ces efforts et notre détermination est totale. Je crois que c'était le message principal que nous avons partagé avec Madame la Première ministre. Nous avons une coopération excellente avec le gouvernement, avec la Première ministre elle-même et les membres du gouvernement. Nous sommes très reconnaissants de cette excellente coopération, en même temps conscients du travail qui est devant nous pour qu'enfin il y ait des progrès dans la pacification, la stabilisation à l'est du Congo et que les populations puissent enfin respirer et revenir à une vie normale. Je l'ai annoncé dans les titres, mesdames et messieurs, halte au tribalisme et à la stigmatisation, j'y arrive. Jean-Paul Mboma, secrétaire général à l'inspection générale de travail, auteur des propos séparatistes en milieu professionnel et dont les vidéos sont devenues virales sur les réseaux sociaux, heurtant ainsi la sensibilité des Congolais, a été suspendu de ses fonctions avec effet immédiat. Décision prise ce mardi 10 février par le patron de l'administration publique, Jean-Pierre Liaou, d'un ton ferme. Mesdames et messieurs, je vous prie de suivre un extrait choisi pour vous par Yvon Chimbalanga. Concernant
plus particulièrement le cas de l'inspection générale du travail. J'ai, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, remis en service M. Mboma Mouyoukou Jean-Paul, seul haut fonctionnaire de ce secteur, porteur du grade statutaire de secrétaire général de l'administration publique, grade auquel il avait été nommé depuis le 22 mars 2024 par l'ordonnance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Cependant, au regard de la gravité des propos qui lui sont imputés dans des extraits vidéo portés à ma connaissance, dans lesquels il semble clairement stigmatiser des agents relevant d'une partie du territoire national, dans un contexte où notre pays, sous l'autorité du chef de l'État, est plus que jamais engagé dans les efforts de renforcement de l'unité et de la cohésion nationale, tout propos discriminatoire, divisionniste ou régionaliste ne saurait être toléré. En sus de ces images, d'autres faits non moins graves m'ont été rapportés avec preuve à l'appui, lesquels faits sont de nature à compromettre gravement l'honneur et la dignité de ses fonctions. Ainsi, en vertu de la plénitude de l'action disciplinaire que me confère l'article 41 alinéa 6 de la loi portant statut des agents de carrière de service public de l'État, et en attendant les conclusions des enquêtes d'ores et déjà diligentées, j'ai décidé de suspendre de toutes ces fonctions au sein de l'administration publique, avec effet immédiat, M. Mboma Mouyoukou Jean-Paul, matricule 726 180, grade secrétaire général, fonction inspecteur général du travail. En attendant, un haut fonctionnaire du secteur, revêtu au moins du grade statutaire de directeur nommé, assurera l'intérim. C'était donc là le patron de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, n'est-ce pas, dans cet extrait choisi par Yvon Tchimbalanga, suspendant ainsi M. Jean-Paul Mboma, qui était secrétaire général à l'inspection générale de travail pour propos séparatistes en milieu professionnel. C'est donc une affaire à suivre. Autre chose dans ce journal, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa Atondoko Andali, était en face des agents de la police judiciaire ce lundi 9 février 2026 à la cour d'appel de la Gombe de Kinshasa. Les échanges ont porté sur le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire qui demeure l'une des méthodes de travail. Guillaume Ngefa a aussi exhorté les inspecteurs et agents de police judiciaire au respect des règles d'éthique et de la hiérarchie. Suivez les détails. Le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire demeure l'une des méthodes de travail du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux Guillaume Ngefa Atondoko Andali. Cette approche a été mise en pratique ce lundi 9 février lors d'un face-à-face avec les agents de police judiciaire. D'entrée de jeu, le ministre d'État en charge de la justice a exhorté les inspecteurs et agents de police judiciaire au respect de règles d'éthique et de la hiérarchie. L'indiscipline, l'impunité et la corruption doivent être bannies du secteur judiciaire. Vous, en tant qu'IPJ, APJ, vous avez un rôle de rassurer la justice. Mais ce rôle ne peut pas se faire sans respecter les codes de bonne conduite de l'administration. Ce moment d'introspection collective sur les mots qui rongent l'appareil judiciaire ont permis à chacun de s'exprimer librement. Son exposé qui nous a tous vraiment mis d'accord sur ce que nous pensons faire à la police judiciaire du parquet. Parce que la police judiciaire, c'est le fondement même de la justice. Nous voulons ce qui puisse nous réunir, que nous puissions être un, être unis. L'unité de la police judiciaire, c'est ce que je demande.
Ce face-à-face a donné l'occasion aux agents de police judiciaire de plaider pour l'amélioration de conditions de travail et de l'administration, notamment sur la gestion des finances du fonds de fonctionnement de la chaîne pénale, l'avancement en grade, le recrutement, la mécanisation des nouvelles unités, la prise en charge médicale ainsi que la différenciation des avantages entre inspecteurs et agents de police judiciaire. Nous allons rester sur ce chapitre de la justice pour une mise au point sur la détention préventive. Le procureur général près la Cour de cassation a réuni le procureur général le 9 février 2026 à Kinshasa. L'objet de cette rencontre était de restaurer l'autorité et l'intégrité du magistrat congolais. Les échanges ont tourné sur la détention préventive, la situation de spoliation des immeubles de l'État ainsi que des conflits immobiliers. Suivez les détails dans ce reportage. Détention préventive abusive, conflits immobiliers instrumentalisés, comportements indignes et filtrants avec la corruption. Le constat est sévère, mais l'objectif est clair. Restaurer l'autorité et l'intégrité du magistrat congolais. Autour de la même table, les procureurs généraux de Kinshasa, les procureurs de la République et les chefs d'office de parquet. Une réunion des vérités convoquée par le procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondemambo. Au centre des échanges, la détention préventive, souvent décriée pour ses abus, et les litiges immobiliers devenus un terrain fertile pour les arrangements illégaux. Le chef du ministère public n'a pas mâché ses mots. Certains comportements observés dans les parquets portent gravement atteinte à l'image de la justice, d'où des orientations précises pour un changement des paradigmes. Et il a échangé avec nous sur 3 points qu'il a estimés très importants. Et il s'agit de la détention préventive, la situation de la spoliation des immeubles de l'État et également des conflits immobiliers. Et le 3e point, c'était sur la corruption, la concussion, certains comportements en marge de la loi qu'adoptent certains magistrats. Le procureur général, près la Cour de cassation, a voulu apprécier avec le magistrat le fonctionnement des cellules chargées des détentions préventives. Non, les orientations ont été données pour qu'une surveillance accrue soit effectuée sur les détentions préventives. C'est ainsi qu'il a encouragé à ce que les cellules chargées de la détention soient activées dans tous les offices de parquet de la ville. Tout comportement en marge de la loi sera réprimé. L'intégrité doit être le maître mot pour un magistrat. La justice doit redevenir un pilier de confiance et non une source de peur ou de marchandage. Cette première partie s'achève par ici, mesdames et messieurs. Voici donc la suite avec le sport. Lundi 9 février 2026, la Ligue nationale de football a annoncé la suspension de tous les matchs programmés dans la capitale Kinshasa à l'issue d'une réunion entre le ministre des Sports et Loisirs Didier Boudimbu et les membres de gestion de la Linafoot. Nous allons en découvrir plus dans ce commentaire de Grégoire Kazuiba. Une réunion s'est tenue le lundi 9 février 2026 à Kinshasa entre le ministre du Sport, Didier Boudimbu, le secrétaire général au sport, les gestionnaires du stade, y compris les représentants de la Fédération congolaise de football association et de la commission de gestion de la Ligue nationale de football, à l'issue de laquelle la Ligue nationale de football a annoncé la suspension de toutes les rencontres programmées à Kinshasa. Cette décision a été prise à la suite de la fermeture
du stade Tata Raphaël par le ministre des Sports, Didier Boudimbo. Suite à l'indisponibilité du stade des Martyrs de la Pentecôte, la raison de la fermeture du stade Tata Raphaël est due à des désordres récurrents et les actes de vandalisme répétés visant les infrastructures sportives. En attendant que la Ligue nationale de football trouve le lieu où toutes les rencontres de la Ligue nationale programmées à Kinshasa pourraient se jouer, le calendrier de la Ligue nationale de football est suspendu pour les matchs dans la capitale. Ainsi, un nouveau calendrier de la Ligue nationale de football sera publié dans les tout prochains jours, d'où tous les sportifs congolais doivent avoir leur mal en patience. Toujours en sport, et nous allons rester au ministère des tutelles. Le boxeur franco-congolais Tony Yoka a été reçu en audience par Didier Boudimbo. C'était le lundi 9 février 2026 à Kinshasa. Ils ont échangé sur le développement de la boxe en République démocratique du Congo et une probabilité d'organiser un combat de boxe contre Martin Bakolé. Encore une fois, Grégoire Kazuiba. Le ministre des Sports et Loisirs de la RDC, Didier Boudimbo, a reçu en audience le lundi 9 février 2026 le boxeur franco-congolais Tony Yoka dans la capitale RD congolaise, Kinshasa. Au menu des échanges entre les deux personnalités, des questions liées au développement de la boxe en République démocratique du Congo et une probabilité d'une organisation des matchs de combat entre Tony Yoka et Martin Bakolé sur place à Kinshasa afin de présenter une belle image de la boxe RD congolaise à l'échelle mondiale. Tony Yoka, reconnaissant qu'il porte un sang congolais, n'a pas hésité de fouler la terre de ses ancêtres pour sa toute première fois de l'histoire. Déjà, un combat contre Martin Bakolé reste un grand défi que Tony Yoka doit relever car il a été battu par Martin Bakolé. Une probable revanche qui s'annonce intéressante pour Tony Yoka contre Martin Bakolé avec des polémiques de part et d'autre. Reste à déterminer le jour, la date et les lieux de ces probables combats. Ainsi s'achève le sport, mesdames et messieurs. Place à présent l'actualité en dehors de nos frontières nationales. Et donc, la page internationale de ce jour s'ouvrira par une note culturelle triste. Le monde entier rend hommage à la légende ghanéenne de Highlife, un genre musical mêlant rythme africain traditionnel, gaz et influence caribéenne. Et Bo Taylor, décédé depuis le samedi dernier. Par contre, le ministre des Affaires étrangères tanzanien est en visite en Russie au nom de la présidente Samia Suluhu Hassan. Le condensé de l'actualité en dehors de nos frontières nationales porte la signature de Yvan Chimbalanga. Nouvelle page d'un international. Le monde entier rend hommage à la légende ghanéenne Ebo Taylor. Depuis le décès de la légende ghanéenne du Highlife Ebo Taylor, les hommages affluent de tous les Ghana et du monde entier. Guitariste, compositeur et chef d'orchestre décédé samedi, Ebo Taylor a joué un rôle clé dans l'évolution de la musique populaire moderne en Afrique de l'Ouest au cours de ces 6 décennies de carrière. Ce qui est magnifique, c'est qu'il ne s'est pas contenté de faire du Highlife ghanéen. Il a aussi fait de l'afrofusion et on peut vraiment s'identifier à lui. Vous savez, aujourd'hui, comme l'un des protégés qui ont apporté l'afrobeat, vous voyez, et sa musique le montre, je veux dire, la texture, le style rythmique, le patterns de batterie vous montre qu'il était bel et bien un créateur de l'afrobeat, a indiqué John Edmundson Sam, maître de conférence au département des arts dramatiques de l'Université du Ghana, souvent décrit comme l'un des pères fondateurs du Highlife contemporain. Taylor est décédé un jour après le lancement d'un festival de musique portant son nom dans la capitale, Accra, et un mois seulement après avoir fêté son 90e anniversaire. Sa musique a eu un impact considérable. Je veux dire, si vous rencontrez 10 personnes et que vous mentionnez Oncle Ebo Taylor sur les 10, vous en aurez 8 qui le connaissent. Je pense donc qu'il a eu un impact considérable sur la musique ghanéenne, a expliqué Aaron Bébé Sakura, instructeur et leader du groupe local Dimension Band. Le
le Nightlife, un genre musical mêlant rythme africain traditionnel, jazz et influence caribéenne, a récemment été ajouté à la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Au Soudan, Khartoum réintègre le bloc Est-Africain IGAD. Le Soudan annonce son retour au sein du bloc Est-Africain IGAD 2 ans après avoir gelé sa participation. Une décision officialisée lundi par le ministère soudanais des Affaires étrangères. Khartoum avait suspendu son adhésion en janvier 2024 après l'invitation du chef des forces de soutien rapide, Mohamed Adan Daglo, à un sommet régional consacré au conflit soudanais. Une décision qui avait provoqué une vive rupture diplomatique. Depuis avril 2023, les forces de soutien rapide affrontent l'armée soudanaise dans une agression dévastatrice. Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts, déplacé plus de 11 millions de personnes et plongé le pays dans l'une des pires crises humanitaires au monde. Dans un communiqué, l'IGAD réaffirme son respect de la souveraineté du Soudan et s'engage à ne pas s'ingérer dans les affaires internes de ses États membres. Le bloc régional condamne également les violences commises par les forces de soutien rapide et renouvelle son soutien à l'unité et aux institutions soudanaises. Cette décision fait suite à une rencontre en janvier entre le premier ministre soudanais Kamil Idriss et le secrétaire exécutif de l'IGAD. L'organisation salue aujourd'hui le retour du Soudan comme un signe de solidarité régionale et d'engagement collectif en faveur de la paix et de la stabilité dans la Corne de l'Afrique. Terminons par la Russie. Le ministre tanzanien des Affaires étrangères en visite à Moscou. Le ministre tanzanien des Affaires étrangères Mahmoud Thabit Kombo s'est rendu à Moscou lundi et a rencontré son homologue russe Sergei Lavrov. Au cours de cette rencontre, Mamadou Kombo a remis une lettre de la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan adressée au président russe Vladimir Poutine. Je tiens à remercier une nouvelle fois son excellence la présidente ainsi que toute votre équipe pour avoir renforcé notre coopération stratégique. Cela a été mentionné dans le discours de la présidente lorsqu'elle s'est adressée au monde entier par l'intermédiaire de toutes les missions diplomatiques et organisations internationales présentes en Tanzanie, a déclaré Mahmoud Thabit Kombo, ministre tanzanien des Affaires étrangères. Les diplomates des deux pays se sont rencontrés pour la dernière fois en décembre 2025. Le ministre des Affaires étrangères de la Tanzanie a exprimé sa gratitude à Moscou pour le travail des entreprises russes sur les grands projets dans le pays. Ainsi s'achève cette ronde en international. Mille merci à vous mesdames et messieurs de l'avoir suivi et surtout pour votre fidélité légendaire. Cette ronde à l'international qui portait bien sûr la signature de Yvon Piana Chimbalanga. Mesdames et messieurs, avant de nous séparer d'avec vous, voici l'invité de ce journal. João Lourenço, chef de l'État de la République d'Angola, a été chargé à l'issue de la rencontre qui a réuni les chefs d'État de la RDC, du Togo et l'ex-président Nigeria de mener les consultations en vue d'un dialogue des partis congolais en conflit. Une actualité qui défie la chronique. Pourquoi une telle initiative, s'interrogent certains, et pour en parler, la rédaction de Magloire Radio et Télévision par le biais de Bovin Kazadi a joint au téléphone Bergeron Muntu. Il est analyste politique. Je vous prie ici de suivre l'intégralité de son entretien avec Bovin Kazadi. Bonjour, monsieur Bergeron Moutou. Bonjour, monsieur le journaliste. À l'issue de la rencontre du chef d'État à Luanda, notamment Félix Antoine Tshisekedi, João Lourenço, Faure Gnassingbé et Obasanjo, le président angolais a été chargé de mener une consultation en vue de l'organisation d'un dialogue intercongolais en conflit. Alors, une meilleure décision, selon vous? Oui, vous savez, le président congolais, le président Félix Antoine Tshisekedi l'a dit, il n'a pas refusé que le dialogue, parce que le peuple congolais doit se parler à tout moment qu'il faut pour le développement de leur pays. Mais il a souhaité que ce dialogue puisse se passer en République démocratique du Congo et un dialogue qui doit respecter les institutions de la République légalement établies. Alors, il se fait que les opposants congolais qui sont en mal de positionnement, qui d'entre eux sont condamnés par la justice, ils ne trouvent pas de garantie pour venir au pays en disant, en venant au Congo, on risque d'être arrêté
stabilité. Alors, c'est comme ça, ils font malin pour se retrouver avec le président d'autres pays d'Afrique pour que le dialogue soit déplacé, qu'il y ait un médiateur net, un médiateur étranger. Mais vous savez, tous ces présidents là-bas, quand nous prenons par exemple le président, l'ex-président nigérien Obasanjo, il est là. Il a gagné des carrières minières en démocratie du Congo. Tout simplement le fait d'être médiateur, le fait d'être témoin de telle ou telle autre chose. Ce qui fait que notre pays, avec des dialogues qui se font en dehors de nos frontières, ce sont des dialogues qui ne vont pas profiter au peuple congolais, c'est un dialogue qui va profiter ne plus qu'aux médiateurs et autres. Alors, lorsque nous prenons les contextes dans lesquels nous nous retrouvons, où vous avez des gens qui sont allés dans la rébellion, qui ont tué, qui ont versé le sang, dont le peuple congolais dans la majorité à l'Est est en déplacement. Et aujourd'hui, si nous devons dialoguer pour que le dialogue soit pour nous un lieu où il y aura l'absolution du péché, où on doit pardonner tous ces gens-là. Mais ceux-là qui sont décédés, les familles là qui ont perdu les leurs, qu'adviendrait de leur avenir? Donc vous comprenez que les gens doivent répondre de leurs actes. Ceux-là qui ont des problèmes avec la justice doivent répondre de leurs problèmes avec la justice. Et les dialogues doivent se tenir dans le cadre idéal, dans le cadre qui doit respecter les principes sacros de la justice. Alors pourquoi ne pas laisser les problèmes congolais aux Congolais? C'est ça notre problème. C'est ça même le souhait. C'est ça ce que même le président congolais a souhaité. Il a voulu. Vous-même vous l'avez entendu. Il a dit qu'il n'est pas contre le dialogue. Parce que la plupart d'opposants sont montés au créneau pour dire que le président congolais ne veut pas le dialogue, que c'est lui le problème de la guerre. Alors que lui-même a trouvé la guerre au Congo. Lui-même a trouvé la guerre au Congo. Mais là, que dire de ce qui se passe dans notre pays. Donc vous allez comprendre que dans la majorité des cas, ce sont des gens en mode de positionnement qui font que le dialogue puisse se passer en dehors de nos frontières. Or, c'est un dialogue qui sera des partages des gâteaux et non un dialogue que le peuple congolais souhaite. Alors, qu'est-ce qu'il faut concrètement faire pour qu'un probable dialogue intercongolais puisse réussir selon vous? Oui, advienne que pourra, notre souci, les peuples congolais doivent se parler. Si le dialogue va se tenir en respectant les principes, ce n'est pas mauvais. Nous avons besoin qu'il y ait ce dialogue, que la guerre cesse, que les hostilités s'arrêtent et que le peuple congolais, surtout la partie est de la République, puisse retrouver sa quiétude. Monsieur Bergeron Muntu, je rappelle que vous êtes analyste politique en République démocratique du Congo. Merci d'avoir répondu à toutes les questions de Magloire Radio-Télévision. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour l'honneur et la confiance que vous portez sur nous. Vous nous avez suivis en direct de Magloire Télévision pour le compte de ce mardi 10 février 2026. Mesdames et messieurs, ce 19 Info est terminé. Merci à vous de nous avoir suivis et merci de rester en compagnie de nos programmes. Je vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. Au revoir et à très bientôt.